salle d'attente, je vais profiter de la minute qui nous reste avant de démarrer, pour savoir, si ou un d'entre vous peuvent me dire si le son est clair, s'il vous plaît, par le chat là, si vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire que vous m'entendez bien. Petite vérification. Super, merci. Très bien, OK. On va se donner une petite minute pour attendre que les pour pas démarrer avant l'heure, hein. C'est comme les bus, ça vaut mieux que démarrer un peu après l'heure, c'est pas gênant. Démarrer avant l'heure, c'est toujours compliqué. OK, bah, écoutez, c'est très bien. Il est 13 heures. On va démarrer, tranquillement. Donc, merci, à toutes et à tous de participer à ce webinar. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons, regarder ensemble la question autour de la méthanisation agricole, et notamment de savoir quels sont les enjeux de la réussite de ces projets. Donc aujourd'hui, un webinar, donc je vais aborder, 3 grandes questions. Déjà la première, de savoir est-ce que servir l'environnement, est-ce que c'est un gage d'acceptabilité? Donc aujourd'hui, c'est la méthanisation, agricole. Comment anticiper les risques de non-acceptabilité et les facteurs clés de la réussite des projets? Donc ça, c'est le webinar d'aujourd'hui. Donc on va passer à peu près, 1/2 heure, 3/4 d'heure ensemble. Vous aurez tout le loisir de me poser des questions avec le chat que vous avez en ligne. Et puis pour ceux qui ont des projets ou qui ont des questions beaucoup plus spécifiques, qui peuvent peut-être ne pas être traitées en collectif, ben, vous n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, hein. Vous avez, en haut de l'écran, un bouton, hein, cliquez ici pour prendre rendez-vous et ça s'inscrit dans mon calendrier et comme ça on prend, 30 minutes d'échange téléphonique pour analyser, vos questions spécifiques, votre projet si vous en avez un et par habitude, hein, par retour d'expérience, on s'aperçoit qu'avec 30 minutes d'échange, on peut déjà identifier des pistes d'amélioration d'une situation ou, des pistes pour, anticiper, pour bien se préparer, à faire émerger son projet. Donc n'hésitez pas, hein, l'objectif, aujourd'hui, c'est que je vous donne de l'information, qu'on échange à travers le chat, mais que cette prise d'information, que ces échanges puissent continuer dans un cadre, peut-être plus spécifique par rapport à vos problématiques et pour ceci, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc je démarre, donc le contexte de la méthanisation agricole, bon je me suis référé à la stratégie nationale bas carbone. Bon, donc je sais qu'il y a beaucoup de scénarios qui circulent actuellement sur, l'horizon, 2050. Celui de la stratégie nationale bas carbone est souvent un scénario, en tous les cas à l'échelle française, qui sert de référence. Donc pour rappel, l'idée c'est que, nous aurons, besoin, heu, de répondre à, un besoin d'énergie, de 930 TWh à l'horizon 2050. Bon, c'est peut-être 910, c'est peut-être 890, c'est peut-être 950, hein. Je pense que personne ne le sait vraiment, mais enfin, en tous les cas, ça fixe les ordres de grandeur. Donc la première chose, c'est de constater, qu'il faut, déjà avoir une baisse, de consommation de 40. Alors, on est bien dans un cadre où on souhaite avoir, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire la neutralité carbone à l'horizon, 2050. Bon, ça c'est une volonté à mon avis, qui doit être, partagée par toutes et tous, qui est pas forcément encore partagée par tout le monde. Mais en tous les cas, c'est une stratégie que la France s'est donnée. Donc première chose à faire, c'est diminuer nos consommations de 40, voire un peu plus et 2e chose à faire, c'est de remplacer les énergies fossiles qui actuellement, représentent plus de 70 de ce que l'on consomme, hein. Ça, c'est le
le graphique de gauche, hein, on voit les énergies fossiles représentent encore 60-70 de nos consommations, et de tendre vers une consommation d'énergie ou une production d'énergie, qui soit, décarbonée ou neutre carbone, dans laquelle, bien évidemment, on retrouve l'électricité à 55. Donc là, on est bien sur des hypothèses, hein, donc ça peut être 55, 50, 45, 60, mais toujours pareil, on est dans les ordres de grandeur. Et vous pouvez voir, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la méthanisation, que le gaz dit décarboné est une énergie anticipée comme devant participer aux énergies qui doivent répondre aux consommations prévues pour 2050. Alors le contexte, donc ça j'ai la première information, c'était de la stratégie nationale bas carbone. Cette deuxième information vient du groupe Engie. Alors bon, on peut mettre des points d'interrogation, mais en tous les cas, c'est un groupe dans lequel il y a des gens qui font leur travail. Donc au-delà de toute, approche, subjective, je pense qu'il faut, regarder, ce qui est écrit. Donc il est écrit que d'après une là j'ai fait du copier-coller, hein, de quelque chose qui est produit par Engie. Donc d'après une récente étude de l'ADEME, donc ils font référence à l'ADEME donc, le potentiel théorique de ressources permettrait de produire jusqu'à 460 TWh de gaz renouvelable injectable en France métropolitaine. Donc un volume suffisant pour répondre à une demande de gaz estimée entre 276 et 361 TWh d'ici 2050. Donc on est bien d'accord que dès qu'on se projette à 2050, on est plutôt dans des ordres de grandeur. Là, il y a une fourchette qui est donnée entre 276 et 361. Ça sera peut-être, je le répète, entre 250 et 350 ou 380, peu importe, les idées, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Et pour avoir 100 de gaz renouvelable à l'horizon 2050, il y a 3 grandes filières de production qui ont été, identifiées, qui sont à privilégier. Donc la méthanisation, dont on va parler, aujourd'hui. Les 2 autres sont la pyrogazéification, donc la production d'un gaz de synthèse à partir du bois chauffé, et l'autre, c'est le power to gas, donc c'est du stockage d'électricité d'origine renouvelable sous forme de gaz par électrolyse de l'eau, hein. Donc c'est une façon de stocker l'énergie électrique produite par les énergies renouvelables dites intermittentes, qui peuvent produire de l'énergie électrique quand on n'a pas forcément besoin. Et l'idée, c'est de la stocker, cette énergie, sous forme de gaz, hein. On électrolyse l'eau, donc on a l'hydrogène, et avec le CO2, on arrive à faire du CH4. Donc il y a ces deux grandes voies dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la méthanisation, puisque l'idée, ça serait, de s'inscrire dans la stratégie bas carbone, et qu'il faudrait donc, probablement, produire 140 térawatts de gaz, issus de la méthanisation, ce qui représenterait à peu près 30 de ce qui est attendu, hein, dans le gaz nécessaire, donc, pour répondre à 276 et 361 TWh de consommation d'ici 2050. Donc voilà, moi je pars sur ces ordres de grandeur. J'utilise plusieurs sources, hein, que j'estime être produites par des gens responsables, raisonnables, hein, que ce soit les ministères de l'Environnement, de la Transition énergétique, l'ADEME, et Engie. Ce ne sont pas des chiffres inscrits dans le marbre, hein, puisqu'on est en 2050. Je pense que personne ne sait ce qui va se passer en 2050, mais l'idée, c'est quand même de fixer des ordres de grandeur pour se définir un cap. En tous les cas, si on prend la méthanisation, par rapport à ces chiffres, on peut se dire, heu, si on se réfère à la capacité maximale de biométhane en 2021, qui est de 6,4 TWh. Donc là, j'ai pris, des informations de Statinfo, qui est une émanation du ministère de la Transition énergétique. Donc, actuellement, on a 6,4 TWh installés. Ça représente, la méthanisation, représente 91, donc ça fait 5,8 TWh. Et si on veut atteindre 140 TWh en méthanisation d'ici 2050, ça représente à peu près 4,7 TWh à installer, par an, en sachant qu'en 2021, on a installé 2,2 TWh sur l'année 2021. Donc il faudrait multiplier par 2 le rythme d'installation actuel pour tendre vers ce fameux 140 TWh pour 2050.
Alors, je le répète, hein, je fais ça très prudemment, c'est pour se donner un contexte, c'est pour se donner des ordres d'idées, des ordres de grandeur. Bien évidemment, le calcul que j'ai fait, c'est un calcul linéaire. On dit que chaque année, il y a besoin de 4,7 TWh. On sait très bien que les processus ne sont pas linéaires, qu'il y a des accélérations, des décélérations, mais peu importe, hein. On sait que, il faut probablement accélérer, la production de méthanisation, de méthaniseurs et donc de méthanisation pour, essayer de participer à la stratégie nationale bas carbone, donc à la neutralité carbone d'ici, 2050. Sans oublier, bien évidemment, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle la sobriété, donc de réduire les consommations. Alors, le constat, un besoin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables qui sortent et une crispation des parties prenantes. Donc là, je fais un peu un zoom arrière, c'est-à-dire je reviens à Jean Castex qui avait saisi le Conseil économique, social et environnemental pour faire un point sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique, puisqu'on s'est aperçu que toutes les productions d'énergie renouvelable sont soumises à un questionnement par les territoires. Celui que l'on connaît le mieux comme questionnement, c'est celui vis-à-vis des éoliennes terrestres, hein, onshore, même si l'offshore pose aussi questionnement. Très rapidement, en deuxième position, figure la méthanisation, notamment la méthanisation agricole. Bon, ça, c'est un peu plus récent, hein, on va dire il y a 4-5 ans, avec une bascule qui a commencé en Bretagne, hein, avec actuellement tous les projets qui sont qui sortent sont quasiment remis en question ou sont questionnés en tous les cas. Pour information, même si c'est pas, l'objet aujourd'hui, le photovoltaïque, commence lui-même à être, questionné fortement, notamment dans les régions, du sud de la France, hein, puisqu'il y a une précipitation, de l'installation de parcs photovoltaïques, avec la grande question, où on installe ces parcs photovoltaïques. Donc bien évidemment, on revient toujours à la grande question, donc d'abord équipons les toits, domestiques, ensuite les friches industrielles et après occupons-nous des autres espaces. Sauf que, occuper les toits, domestiques, bah, ça la responsabilité revient au propriétaire du bâtiment, qui est souvent un privé. Les friches industrielles, souvent elles sont déjà équipées et il y a un coût, de désinstallation, qui est pas négligeable. Donc bien évidemment, pour l'instant, le développement photovoltaïque au sol, intensif se fait sur des surfaces foncières, soit du milieu naturel, soit du milieu agricole. Et bien évidemment, là, on se retrouve dans des situations, là encore, de contestation. Il y a du NIMBY, mais pas que, donc pas dans mon jardin, mais il n'y a pas que ça. Enfin, en tous les cas, le photovoltaïque est en train de rejoindre tranquillement, mais sûrement, la problématique de l'éolien et la problématique de la méthanisation. Pour l'hydrogène, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il faut quand même se préparer. Donc quelqu'un me dit qu'on n'arrive pas à me voir, mais c'est normal, hein, j'ai pas mis ma caméra, j'ai mis, une photo, parce qu'avec la caméra, on consomme de la bande passante et c'est pas forcément nécessaire. J'espère que vous voyez le support visuel que j'ai, la diapositive, c'est ça le plus important et que vous m'entendez. Oui, Thibaut, nous dit qu'il y a quand même des chances qu'on ait très chaud en 2050 malgré les incertitudes. Oui, ça, c'est peut-être une certitude. En revanche, qu'on va plutôt vers des ambiances de pas forcément connues actuellement. La chaleur certes, mais il y a certains, points du de la biosphère qui subissent plutôt des inondations. Enfin voilà, donc c'est plutôt du dérèglement climatique que du réchauffement climatique, heu, au au sens, strict du terme. Alors je continue, donc le CESE a fait ce travail, hein, important. Donc c'est un travail, qui a s'est rapproché des territoires. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec, 2 rapporteurs du CESE à travers le groupe, de réflexion auquel je fais partie là qui est piloté par l'Association française du gaz sur l'acceptabilité des projets de méthanisation. Donc mon constat est qu'actuellement, il y a vraiment besoin de travail, enfin d'un travail ou de travaux à toutes les échelles, hein, des territoires,
enfin, d'une commune jusqu'au niveau national, en passant par toutes les échelles intermédiaires, comme on va voir dans l'exposé, que ce soit les Comcom, les départements, les régions, et qu'il y ait une approche que j'appelle englobante, c'est-à-dire qu'il y a besoin de rassurer un peu tout le monde sur ce qu'est la méthanisation et comment les projets naissent. Donc l'acceptabilité, puisque c'est un des piliers de ma présentation aujourd'hui, hein, qui est un constat de départ. Alors c'est une notion qui est mal définie. Alors c'est pour ça que je fais référence aux Canadiens qui, eux, ont inscrit ça dans leur texte réglementaire, hein, sur le site du ministère de l'Environnement, notamment du Québec. Vous pouvez voir une définition de l'acceptabilité, il est demandé aux grands projets d'infrastructure d'obtenir l'acceptabilité. Bon, c'est une définition qui est souvent décriée en France, même au Canada, mais en tous les cas, cette sociologue canadienne, Corinne Gendron, donne une définition qui me paraît pour le coup acceptable. L'acceptabilité fait bien appel à une dynamique sociale qui dépasse les points de vue individuels, le fameux pas dans mon jardin, hein, dans la recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées. Donc, moi, ce que je retiens de cette définition, c'est la notion de dynamique sociale et de dynamique. C'est-à-dire que l'acceptabilité, c'est pas forcément une fin de non-recevoir absolue, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et dans lequel vont se mélanger à la fois des approches individuelles et des intérêts collectifs. Donc ce sont souvent des dimensions que l'on utilise, hein, on parle d'intérêt général, on parle des intérêts particuliers, mais c'est une réalité, donc c'est pas forcément la peine de se taper la tête contre les murs, hein. Voilà, c'est une réalité. Il y a une dynamique, il y a des intérêts particuliers, il y a des divergences d'intérêts, il y a des intérêts collectifs pas forcément évidents, il y a ce qu'on appelle l'intérêt général, il y a des valeurs partagées ou pas partagées. Enfin, en tous les cas, c'est une réalité et il faut faire avec. Et pour accompagner les projets, il faut prendre en compte cette acceptabilité. Alors, ce qui est surprenant, enfin, pas complètement, si vous connaissez un peu les problématiques, c'est quand on fait référence au sondage qui a été fait par l'IFOP récemment, je crois que c'est en 2020 ou 2021, sur l'image des différentes sources d'énergie. Donc, il y avait des questionnements sur les différentes sources d'énergie renouvelables et il y a eu un total bonne image, hein. Vous voyez à gauche, vous avez les différentes énergies questionnées. Vous avez le total bonne image à gauche et le total mauvaise image à droite en rouge. On s'aperçoit que la troisième source d'énergie renouvelable qui a un total bonne image important, ce sont les gaz renouvelables. Alors, au sens large du terme, il n'y a pas que la méthanisation, ce sont les gaz renouvelables, donc avec près de 85%. Bon, après, le photovoltaïque, vous pouvez regarder les autres au passage, hein, l'éolien terrestre, 64%. Donc, mais on sait très bien que dès qu'on descend à l'échelle d'un territoire, ça devient tout de suite plus compliqué et qu'on n'est probablement pas dans les mêmes pourcentages. Enfin, en tous les cas, au niveau national, il semblerait qu'il y ait une acceptabilité sociale, hein, c'est-à-dire le corps social français trouve un consensus autour des énergies renouvelables qu'il faudrait déployer. Bon, et ça, je laisse ces problématiques aux gens qui travaillent au niveau national. Moi, je m'intéresse plutôt à ce qui se passe sur le terrain pour aider projet par projet à les accompagner, à faire en sorte qu'ils voient le jour, dans des conditions les moins difficiles que possible. Alors, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on visite comment on passe de l'acceptabilité qui semble bonne, hein, je le répète, 85% des Français ont une bonne image des gaz renouvelables, à une acceptation locale qui est beaucoup plus compliquée. Là, j'ai cité 3 exemples, méthanisation XXL, les élus de j'ai pas cité la ville, redisent leur opposition au projet, donc des élus montent au créneau. Le préfet de Haute-Saône a refusé la demande d'enregistrement d'une importante installation de méthanisation. On voit qu'aussi du côté réglementation, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, même si le projet arrive avec un dossier ICPE, donc installation classée pour l'environnement bien fait, c'est pas sûr que les services de l'État et la préfecture donnent son accord. Et bien évidemment, les populations, la population, les habitants, les riverains qui se mobilisent de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent et peut-être de plus en plus spontanément contre des méthaniseurs.
Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va pas forcément, s'arrêter, hein, donc il y a un mur, qui semble exister entre, une acceptabilité, nationale et une acceptation locale. Bon, ben, l'idée, c'est, de faire en sorte que ce mur, n'existe plus, et pour cela, bah, ce que je vous propose, moi, c'est, de prendre en charge, cette acceptabilité, justement, pour, accélérer le projet et prendre en charge les mécanismes de l'acceptabilité. Rappelons-nous, on a vu que c'était une dynamique, donc qui dit dynamique dit process, et quand on a des process, ben, on peut, jouer sur, ces process pour, faire en sorte qu'on va tendre vers une acceptation locale et que non seulement on va obtenir l'acceptation locale, mais qu'en même temps, ça va permettre d'aller plus vite pour obtenir toutes les autorisations et tous les acquiescements par rapport à un projet. Donc en fin de compte, ce que je propose, c'est, de ce qu'est une menace, actuellement, ou vécue comme une menace, l'acceptabilité, beh, c'est d'en faire une vraie force, une vraie opportunité pour accélérer le projet. Alors l'idée c'est laquelle? Bah, c'est de créer une dynamique territoriale, une synergie territoriale. À gauche, vous avez, la situation dans laquelle va se retrouver un porteur de projet, face à, différentes, parties prenantes du territoire, hein, que ça soit l'aspect, administratif, l'aspect collectivité, l'aspect autorisation, les habitants, les riverains. Et se retrouve donc, face à toutes ces entités, toutes ces personnes, qui ne sont pas bien évidemment en synergie sur le territoire, qui elles-mêmes sont dans des cases, plus ou moins étanches, qu'il faut visiter, qu'il faut aller voir, qui sont souvent même en contradiction les unes par rapport aux autres. Donc on est sur quelque chose de labyrinthique, hein, qui peut faire en sorte que le porteur de projet, qui en plus dans la méthanisation est avant tout un exploitant agricole, et qui doit prendre une casquette de développeur de projet industriel. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est assez, énergivore, hein, pour un agriculteur. Il a déjà toute son exploitation à faire tourner et en plus, on lui demande de devenir, quasiment en quelques mois, un super, développeur de projet, en sachant donc dans certaines autres, filières énergie renouvelable, c'est quasiment des équipes d'ingénieurs, qui travaillent sur un projet. Donc, ces personnes, même si elles se regroupent, se retrouvent projetées dans un monde qu'elles ne connaissent pas, et bien souvent, reçoivent des messages qu'elles ne comprennent pas, puisque l'agriculteur n'a pas forcément, compris, puisque lui, il est dans le feu de l'action, hein. Il dit: «J'ai mon exploitation, ce projet s'inscrit dans mon exploitation, je me lance là-dedans», mais il n'a pas vu, qu'il était en train de changer de casquette et que ses voisins n'allaient pas forcément le reconnaître. Alors ils vont bien toujours le reconnaître, bien évidemment, mais quand il va porter un autre projet, ils vont plus le voir de la même façon. Donc des perceptions, différentes qui vont, commencer à générer des quiproquos. Alors pour illustrer ça, je peux prendre un exemple, hein. J'ai un quelqu'un que je connais très bien, un agriculteur, hein, qui est un ami de très, très longue date, qui était dans le Loiret, qui a arrêté son exploitation il n'y a pas très longtemps, mais encore récemment, donc c'était une exploitation basée sur l'élevage et de l'autoconsommation en autonomie, pour fournir les aliments par de la céréaculture, polyculture. Et qui, faisait du traitement, pesticides, alors très raisonné certes, mais quand même du traitement, et qui passe depuis plusieurs dizaines d'années, qui passait auprès de ses voisins et il n'y a pas très longtemps, il a vu surgir un de ses voisins, qui vociférait parce qu'il était en train de d'épandre. Il était dans un tracteur, fermé pardon, ou peut-être climatisé, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas fermé, et on ne voyait pas qui y avait à l'intérieur, et quand il a vu que c'était son voisin qui arrivait fou furieux, il est descendu du tracteur et la personne s'est arrêtée, dit: «Ah, c'est toi Jean-Yves?» Et voilà, il s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. Donc ça veut dire quoi? Cette personne avait confiance, dans l'agriculteur Jean-Yves, cette personne n'avait plus du tout confiance, dans l'agriculteur qui épandait des pesticides à côté de chez lui, alors que c'était la même personne. Voilà, donc on voit bien que, les perceptions, sont très différentes d'une situation à une autre, vis-à-vis éventuellement même d'une même personne. Si jamais cette personne se présente avec ce que j'appelle une casquette différente. Là, pour le coup, c'est pas une casquette, c'est une cabine de tracteur. Mais enfin, en tous les cas, on est bien sur des perceptions qui peuvent varier et ça, les porteurs de projets dans le monde agricole ne sont pas du tout préparés à ça, puisqu'ils sont chez eux, ils sont sur leur terre, ils sont dans leur territoire depuis plusieurs générations, ils connaissent leurs voisins, le maire, ils connaissent tout le monde
et du jour au lendemain, ils peuvent se trouver montrés du doigt et ne comprennent pas ce qui se passe. Alors les mécanismes de l'acceptabilité, je me permets de faire un retour sur une approche, plus théorique. Bon, j'ai eu dans mon passé une vie comme directeur de recherche au CNRS, donc on a du mal à se refaire. Donc j'ai mobilisé des chercheurs en sociologie, pour asseoir notre approche et en essayant de dire comment on peut décortiquer ce qu'est l'acceptabilité, c'est quoi les mécanismes. Donc on travaille avec les sociologues, et l'ADEME, notamment, on s'est aperçu qu'en fin de compte, l'acceptabilité, c'était la rencontre, un territoire et un projet, le territoire étant lui-même constitué de son contexte et de ses parties prenantes, donc des gens qui vivent sur le territoire. Et donc, c'est la rencontre entre ces trois dimensions, et notamment le projet, puisque c'est l'élément nouveau sur le territoire, que va se générer de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité. Ce qui est intéressant dans cette approche, parce qu'en fin de compte, ce que je viens de dire est somme toute évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que le projet, en termes d'acceptabilité, n'était pas vu uniquement sur l'aspect technico-économique réglementaire, qui est la pointe émergée de l'iceberg, le contenu du projet, mais qu'il y avait deux autres volets qui étaient très très importants, qui étaient les volets donc les volets de ce qu'on peut appeler les relations au territoire et le portage, et on y reviendra plus en avant. Donc ça veut dire que quand un projet rencontre un territoire, il n'y a pas que son contenu technico-économique qui importe, il y a aussi deux autres domaines, les relations au territoire et le portage du projet. Donc l'idée, c'est, pour, utiliser les mécanismes de l'acceptabilité et tendre vers ce qu'on a appelé la synergie territoriale, l'idée, c'est de construire la confiance. Cette fameuse confiance qui fait qu'un agriculteur, tout se passe bien avec ses voisins. Le jour où il change de casquette, la confiance n'est plus là, et va se retrouver remis en question. Donc, on l'a vu, il y a trois grands ingrédients. Il y a le contexte du territoire, les parties prenantes et il y a le projet lui-même. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a plusieurs acteurs. Si on prend le contexte du territoire, on va retrouver les services instructeurs, donc avec la préfecture, le département qui a en responsabilité souvent les voiries qui sont utilisées. Ça, c'est un phénomène un phénomène, pardon, une dimension très, très, très sensible dans la méthanisation. Les communautés de communes, qui, elles, vont assurer une certaine cohérence territoriale en termes de développement des énergies renouvelables, ou qui sont en train de se pencher là-dessus. Il y a eu la stratégie aussi de cohérence territoriale sur la stratégie écologique, qui a été mise en place. La commune qui va recevoir le projet, qui souvent va se retrouver en position de défense des habitants, même si vous êtes face à un maire qui est plutôt pro-méthanisation, ben, il va quand même être obligé d'écouter ce que lui disent les habitants. Il va se retrouver entre deux feux, entre le marteau et l'enclume. Et puis, bien évidemment, tout le monde agree avec les chambres, les syndicats eux, vont former le contexte, et chacun a son rôle à jouer. On a aussi les parties prenantes, donc les riverains, les habitants, les assos, les élus. Alors, bien évidemment, les départements, les communes font aussi partie des parties prenantes, mais je distinguerai les parties prenantes institutionnelles et les parties prenantes de personnes physiques, voire morales, mais plus associatives, qui n'ont pas de responsabilité dans la vie du territoire. Ces parties prenantes, elles, vont uniquement voir arriver un projet. Donc, c'est-à-dire, on est dans des perceptions, dans un premier temps, dans des perceptions. Personne n'a rien demandé, n'a rien demandé. Donc, ils vont voir arriver un projet, vont l'évaluer à travers des composantes de ce qu'on appelle l'acceptabilité, la pertinence, l'équité, crédibilité, ouverture, ancrage et responsabilité, avec le référentiel de valeurs existant dans le territoire, père des personnes, il va y avoir des réactions. Et on a le projet. Donc rappelons-nous, l'acceptabilité, c'est une fonction du projet qui dépend du contexte territorial et des parties prenantes. Alors qu'est-ce qu'on peut bouger là-dessus? Les parties prenantes, on ne peut pas vraiment bouger les personnes, on peut faire évoluer leur perception, on ne va pas bousculer les personnes dans leurs valeurs, dans leur référentiel. Le contexte territorial, il est ce qu'il est, donc il a peu de chances de bouger pour le projet, c'est des contextes qui évoluent sur des temps longs. Donc la variable d'ajustement, c'est le projet. Donc en fin de compte, l'acceptabilité passe avant tout au niveau du projet, de faire évoluer son projet. Donc rappelons-nous qu'un projet, il y a 3 dimensions.
contenu, relation, portage et que sont concernés pas uniquement le porteur de projet, mais aussi son AMO ou ses AMO, le ou les constructeurs associés, les bureaux d'études et puis aussi, tout le contexte territorial, qui doit, accompagner le projet. Alors Thibaut, je fais un petit break là. Thibaut, une réflexion. J'ai le sentiment que la position entre le marteau et l'enclume est celle de beaucoup de personnes engagées sur ces sujets, dans le public pour des questions électorales, dans le privé pour des raisons, business, salariat, actionnariat. Oui, bien évidemment, tout le monde se retrouve, dans des situations où, voilà, il y a toujours un marteau, il y a toujours une enclume, quelque part. Donc, il faut faire en sorte, qu'il y ait quelque chose qui bouge, hein, alors soit on fait bouger l'enclume, soit on fait bouger le marteau, on l'adoucit, on l'assouplit ou on change la position. Mais il faut éviter, ces rigidités qui font qu'au bout d'un moment, la seule chose qui peut nous arriver, c'est qu'on prend le marteau sur la tête et qu'on se fait écraser contre l'enclume. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc il faut retrouver de la souplesse, dans la conduite d'un projet. Donc en fin de compte, on est en train de parler du management de projet, hein, ceux qui sont plutôt dans le management de projet. Ceux qui sont dans le pragmatisme, qui veulent faire aboutir un projet, bah, c'est comment je fais vivre mon projet sur le territoire. Mais on est bien sur quelque chose qui prend en compte le fait que la souplesse, elle vient dans un premier temps du projet. Donc on est sur un besoin de construire la confiance et que premier qui doit faire le pas, c'est le projet. Alors je le répète, hein, le projet, je reviens en arrière, excusez-moi. Le projet, bien sûr, il y a le porteur de projet, il y a son AMO, c'est le ou les constructeurs, mais il y a aussi tous les organismes qui sont dans le contexte territorial, les services instructeurs, le département, la Comcom, la commune, le monde agri, qui peuvent venir accompagner le projet avec leurs outils à eux, hein, bien sûr. Ils ne vont pas être là en train de porter à bout de bras le projet, mais qui peuvent l'accompagner. Mais ça, bien évidemment, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'il y a un projet qui arrive sur un territoire que tout le monde va se mettre à pousser derrière le projet. Ça ne se décrète pas. Il y a quelque chose qui doit se construire et cette dynamique qui doit se construire, dynamique territoriale, elle va passer par cette volonté de construire la confiance. C'est comme si on repartait à zéro, c'est comme si l'agriculteur n'avait jamais exercé sur son territoire. C'est un peu quasiment comme si un développeur éolien arrive sur un territoire. Lui, il n'est pas connu, il vient, il part de zéro, il a un handicap assez fort parce qu'il a une mauvaise perception nationale et encore plus locale, et donc il faut qu'il fasse émerger son projet et il faut qu'il construise la confiance. Pour la méthanisation, c'est la même chose. Il y a des faux amis, puisque l'agriculteur est issu du territoire, on pense que ça va être, une facilité. Ben non, pas toujours. Ça peut être au contraire même une menace parce qu'on pense que tout va bien se passer et tout ne se passe pas bien. Voilà. Donc, construire la confiance, c'est quoi? Ben, en fait, il y a 5 étapes, hein. Nous, on identifie 5 étapes, qui ne sont pas forcément des étapes successives, hein, qui sont des points clés, en fin de compte. Donc, déjà, avoir une bonne étude de faisabilité, donc y compris les accès voirie et trafic. Alors, avoir une bonne étude de faisabilité, ça ne veut pas dire que tout doit être rigidifié, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments, indispensables à avoir à sa disposition, hein. Le tonnage qui va être traité de matière, le type d'intrant, ça c'est fondamental, la voie de méthanisation qui est choisie, si c'est de l'injection, pas d'injection, et ne pas oublier, le plus rapidement que possible de définir les voiries qui vont être utilisées et voir le trafic, hein, si on a les rotations, voilà. Donc le plus d'informations on a, le mieux c'est. En revanche, il faut tout de suite derrière aussi passer à la deuxième étape qui est de dire: «Il faut accepter d'ajuster son projet». C'est-à-dire que d'un côté, je vous dis: «Il faut qu'il y ait une étude de faisabilité sérieuse», et tout de suite derrière, je vous dis: «Il faut être en capacité d'ajuster le projet». Donc ça veut dire qu'il faut que ceux qui font les études de faisabilité, donc les bureaux d'études, soient aussi dans cette dynamique en disant: «Je fais une étude de faisabilité, mais c'est une étude de faisabilité, qui est peut-être tout intérêt à commencer à mettre des bornes hautes, des bornes basses, parce qu'on sait bien que le projet va probablement devoir évoluer». Le troisième point, c'est il faut informer rapidement la commune, la Comcom, le département, de la volonté de dialogue. Donc vous voyez, je ne dis pas informer, du projet, et d'aller chercher le soutien des élus, parce que ça, c'est souvent, ce que je vois sur le terrain, c'est que les développeurs, de projets, courent, après le soutien des élus. Les élus sont de moins en moins inclins à donner, carte blanche à un projet. En revanche, d'aller voir des élus en disant: «Voilà ce que j'ai envie de faire et la première chose que je veux faire, c'est, d'être en dialogue avec le territoire», bah, ça change tout.
Ça change tout parce que vous pouvez présenter votre étude de faisabilité, mais comme vous dites: «Je veux être en dialogue avec le territoire», bah, ça ne dit pas que tout est joué, tout est fait d'avance et que maintenant, tout le monde va avancer à marche forcée. Non, ça dit que, je suis quelqu'un de responsable, j'ai fait des études de faisabilité, je sais de quoi je parle, ou les bureaux d'études ou l'AMO qui est avec moi sait de quoi je parle, la chambre d'agriculture qui m'accompagne sait de quoi elle parle, pour le plan d'épandage par exemple, ou autre chose mais je veux être dans le dialogue. Donc première information, dire à tout le monde: «Je veux être dans le dialogue», mais le plus rapidement possible, la commune, la première re concernée, la Comcom, le département pour dire: «Je suis dans une volonté de dialogue». Le quatrième point, c'est, solliciter dès que possible une présentation du projet au pôle, ONR ou équivalent. Donc ça, il y a de plus en plus de pôles énergie renouvelable dans les départements, qui sont pilotés par la DDT. Donc là, c'est vraiment un outil, super. Moi, je pousse toujours les développeurs de projets à aller très rapidement. Alors, il faut quand même de l'information, hein, faut pas y aller les mains dans les poches, hein, il faut de l'information, donc l'étude de faisabilité est importante. Mais y aller en disant: «Voilà, le projet, c'est celui-là, mais on est dans une volonté de dialogue», là encore, volonté de dialogue. On a commencé à discuter avec la commune, la Comcom, le département. On va mettre en place du dialogue avec les voisins, les riverains, les agriculteurs du territoire. Donc on veut avancer dans cette démarche de dialogue. Le cinquième point, c'est bien d'initier rapidement le dialogue avec les agriculteurs du territoire susceptibles d'être intéressés, les riverains, les habitants et les associations. Et je le mets, en bleu à droite, c'est presque un sixième point, mais c'est quand même quelque chose qui est toujours compliqué à faire, je le sais, mais c'est de définir dès que possible le périmètre des partenaires tout en laissant ouvert plus et en plus sécuriser le plan d'épandage. C'est-à-dire ce qui est toujours compliqué, c'est souvent les porteurs de projets ne savent pas vraiment encore avec qui ils vont travailler. C'est-à-dire quels vont être les apporteurs de matière, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui veulent, rentrer au capital? Déjà, souvent les porteurs de projets ont plutôt envie de rester tout seuls au capital. Voilà, il y a plein de questions et rappelons-nous l'iceberg, hein, le portage du projet est quelque chose d'important. Le portage du projet est quelque chose d'important. Le contenu technico-économique, c'est un tiers, les relations territoire, un tiers et le portage du projet, c'est un autre tiers et le portage du projet, c'est avec qui je travaille, d'une façon juridique ou pas juridique, mais qui est impliqué dans ce projet. Donc vous voyez, ça fait 5 points plus 1 qui sont les ingrédients de la construction de confiance. C'est-à-dire réaliser ces points, alors être dans un dialogue sincère, je viendrai après. Réaliser ces points, c'est se mettre déjà dans une démarche de construction de confiance. Je fais une autre petite parenthèse, donc Dominique fait une réflexion. Il me semble qu'en amont, il serait important de travailler sur la prise de conscience compte tenu de l'urgence. Par ailleurs, un des acteurs fondamentaux du territoire est le monde de l'éducation et de la formation. Oui. Alors, ça, ça, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je l'ai dit au début, il y a besoin d'un travail, vraiment à tous les niveaux, mais vraiment là, il y a une prise de conscience, heu, qui a qui a besoin d'être englobante, j'insiste beaucoup sur le terme et tout le monde doit s'y mettre, hein. Il y a personne a plus la priorité que les autres, hein, donc c'est-à-dire, de l'éducation, de la formation, mais oui, bien évidemment, de l'éducation, de l'information et de la formation, pardon, bien évidemment. Heu, que l'État, par exemple, dise: «Nous, au service de l'État, on est là pour garantir la sécurité, de l'environnement et des personnes parce que ce sont des installations classées pour l'environnement» et le faire savoir. C'est-à-dire que les projets n'arrivent pas comme des on n'est pas au Far West, hein, les projets n'arrivent pas sur un territoire comme ça, en dehors de tout cadre, hein. Il faut que qu'il y ait une communication, active sur, redonner confiance aux citoyens en disant que l'État est bien là pour garantir que tout n'est pas fait n'importe comment, et c'est pas n'importe quoi, voilà, donc ça, c'est vraiment important. Je le répète, bien sûr, tout ce qui est formation, information, éducation, bien évidemment. Je pense qu'il y a personne n'a la priorité là, c'est que tout le monde doit travailler en même temps et à l'échelle des territoires, on est dans de l'information et on est dans ce qu'on a j'appelle une pédagogie inversée. Alors je vais expliquer, merci pour cette question, parce que ça me permet de faire la transition. Alors bien évidemment, les lycées, les maires, enfin, tout ce qui est information, formation est très important. Les débats aussi, je vois qu'il y a écrit débat, la position de débat à toutes les échelles du territoire et c'est un gros manque, un gros manque parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est comme il n'y a pas de débat, le moindre projet qui sort va servir de point de cristallisation pour les contestataires et qui vont pas forcément, accepter le débat, mais qui vont vouloir, exprimer leur voix
et donc on va arriver à des blocages, mais sur des sur des projets qui n'ont pas forcément les épaules assez larges pour prendre en charge un débat, un dialogue. Alors construire la confiance, donc rappelez-vous, hein, j'ai mis les 5 points plus le sixième, et là je voulais faire un petit zoom sur, accepter l'ajustement du projet. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, je suis en train de dire que, on est, sur, heu, on est sur, une obligation d'ajustement du projet. J'en profite aussi, je vois Claire qui me dit que la méthanisation a beaucoup d'avantages par rapport à l'éolien ou au PV, porteur de projets locaux, bien ancrés dans le territoire, matériel en général français, emplois locaux, mais bien évidemment, mais tout ça, ça n'a aucune valeur, auprès des co de la contestation et de l'opposition. Quelle que soit la motivation d'un projet, quel que soit son, on va dire, son bien-fondé, ça n'a pas de ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable, il y aura toujours des contre-exemples, le porteur de projet, il est local, oui, mais il y a un financeur qui arrive, et qu'est-ce qui nous dit que dans quelque temps, on ne va pas faire venir des matières d'ailleurs? Voilà, donc non, bien évidemment qu'il y a plein d'avantages, mais de les mettre en avant, c'est contre-productif. De penser qu'on a plein d'avantages et qu'en simplement en expliquant les avantages, en faisant de la pédagogie classique, c'est-à-dire la pédagogie descendante, tout va se régler, ben, malheureusement, non. Ça marche de temps en temps, mais de moins en moins. Il faut vraiment appliquer le rôle de pédagogie, inversée, et la pédagogie inversée, c'est quoi? Donc heu, ça veut dire que, mettre les atouts en avant, comme le dit Claire, tout à fait, mais il faut d'abord commencer par le dialogue. Si on commence à dire le bien-fondé du projet avant d'avoir commencé le dialogue, ben non, on est dans de la pédagogie forcée, on est dans l'information forcée et ça ne fonctionne pas. Pédagogie inversée, c'est lié directement à ce que j'appelle accepter l'ajustement du projet. Pour faire du vrai dialogue, pour faire vrai dialogue, c'est pas simplement répondre aux questions. Dialogue, c'est de dire: «Ah oui, ça vraiment, ça vous gêne vraiment beaucoup, donc il faut qu'on fasse différemment». Ça, c'est ça un dialogue. Bien évidemment, il va falloir trier entre ce qui gêne en apparence, ce qui est en fait une opportunité de fauner, hein, de dire, «Je suis contre le projet parce qu'il y a un risque d'explosion», et qu'en fin de compte, c'est pas ça la vraie motivation. La vraie motivation, c'est que la personne a peut-être peur que ça dévalorise son bien immobilier, même si c'est de plus en plus verbalement, dit, ou la personne, elle a peur au fond d'elle, tout simplement, elle n'ose pas le dire, et elle va parler de faux arguments. Donc il faut, déshabiller tout ça, il faut démonter tout ça, et la seule façon de le faire, c'est d'accepter le dialogue, et accepter le dialogue, je le redis, pour qu'un dialogue soit sincère et jugé comme tel, il faut que le porteur de projet soit prêt à faire évoluer son projet, et ça, c'est la première chose à faire, et faire évoluer son projet, c'est veut dire, qu'est-ce que je vais pouvoir bouger dans mon projet? Alors regardez sur le schéma que j'ai fait, j'ai mis 3 flèches bleues au niveau contenu, au niveau relation au portage, parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on peut très bien arriver à construire un dialogue sincère sans forcément modifier fortement le contenu de son projet. Alors il y a des projets pour lesquels il n'y a pas d'autre choix que, par exemple, le déplacement du projet, donc là, c'est un choix fort, mais souvent, par retour d'expérience, on s'aperçoit que si on est sur un porteur de projet qui fait un vrai dialogue sincère en disant: «OK, même dans mon contenu, je suis prêt à regarder les choses». Alors il ne faut pas dire qu'au début, je ne vais rien faire dans le contenu, mais il faut être prêt à regarder les choses, et il faut être prêt à regarder les choses qu'on a vraiment envie de faire bouger. S'il y a des points, des lignes rouges, il faut le dire: «Non, ça je ne peux pas le bouger, mais ça en revanche je peux le discuter». Mais ne pas oublier les 2 autres volets, la relation au territoire dans lequel on retrouve le dialogue, hein, donc c'est un peu le serpent là qui se mord la queue, ou l'œuf et la poule. Il y a des engagements du porteur de projet, des échanges de services, qui peuvent être envisagés. Dans le portage, il y a du partenariat, des dimensions financières, de la gouvernance, enfin, il y a des ingrédients, et surtout ne pas mettre en avant sur la table ces ingrédients, les laisser remonter. Les laisser remonter et faire, reconstruire son projet avec ces ingrédients, et quand on est dans cette sincérité, en disant: «Je suis prêt à regarder, les différents, éléments, du projet», que ce soit dans son contenu, dans sa relation, dans son portage, il y a un vrai dialogue qui va s'instaurer, et quand vous êtes dans un vrai dialogue, les personnes, vous allez leur dire: «Bah, posez-moi des questions, faites-moi des propositions». Les personnes vont commencer à vous poser des questions: «Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire dans votre projet, ça?» Et là, quand la personne commence à poser des questions, il vous demande: «Qu'est-ce que signifie votre projet? Qu'est-ce que ça veut dire?»
pas dans «Et pourquoi vous faites ça?» mais pourquoi vous enfin, dans quel sens vous le faites? On est dans de la pédagogie inversée. C'est comme à l'école, c'est quand quelqu'un pose une question au maître, il écoute la réponse. Quand le prof, donne, une leçon sans savoir si les gens ont envie d'écouter, personne n'écoute quoi, enfin ou quelques-uns quoi. Donc l'idée c'est bien d'être dans cette pédagogie inversée, mais ça ne peut fonctionner que si, on est dans une démarche, de dialogue sincère. Donc je vois qu'il y a quelques réactions, je me permets de faire, un petit arrêt. Donc Mehdi: «J'ai tout de même l'impression que la jeune génération actuelle, tranche d'âge 15-25 ans, a bien conscience et accorde de défendre nos planètes, ça me rassure». Oui. Alors, bah, oui, merci, merci pour cette remarque. Donc retour de terrain, pas forcément, voilà, pas forcément. Bien évidemment, il y a une prise de conscience, écologique plus forte chez les jeunes, mais c'est pas partagé par tous les jeunes. Il y en a qui sont dans des, reproductions de consommation, habituelles, hein, et quand on a des problématiques de projet sur le territoire, ben, on peut se retrouver avec des jeunes de 15-25 ans, qui vont être dans des postures défensives, et qui ont ne veut pas forcément, voir la contradiction entre leur volonté, d'un environnement meilleur globalement et le fait d'y participer localement. Voilà, non, il y a malheureusement, il y a pas de relation directe, entre, le côté générationnel ne marche pas à tous les coups. Il y a peut-être des tendances, mais il y a pas de règle absolue. On trouve des personnes âgées, qui sont, complètement, en phase avec les priorités, absolues, des transitions énergétiques, écologiques, agricoles, et qui sont prêtes à discuter de pragmatisme. Il y en a d'autres qui sont, conscientes des urgences, mais qui n'ont aucune volonté de discuter d'une façon pragmatique. Il y a des jeunes, enfin, il y a de tout. Il y a pas de il y a pas de il y a pas de typologie, jeunes, vieux, femmes, cadres sup, donc malheureusement ou heureusement peut-être plutôt la diversité est là. Tout le monde a un avis, bien particulier. Alors là, oui, là, il y a la fameuse fresque du climat, dans le monde des entreprises qui se fait, de plus en plus. C'est vrai que, qu'il est, de toute façon, sûr que, il y a quelque chose qui est de plus il y a une chose qui est certaine, ça je peux l'affirmer, c'est que la complexité est de plus en plus au rendez-vous, hein, puisqu'en fin de compte, la question qui est posée, c'est, où est-ce qu'on peut trouver des sources, scientifiques, fortes, presque discutables? Et ben, en fin de compte, il y en a pas, puisque, le monde est de plus enfin, le monde a toujours été complexe. Maintenant, pour ceux qui en ont fait l'étude, que moi j'ai eu la chance de faire il y a très, 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 très longtemps sur l'approche écologie, ben, on a tout de suite vu, la complexité du monde et que dès qu'on touchait, quelque chose, ça avait des répercussions, qu'on n'imaginait pas forcément et qui étaient multiples et qu'on savait qu'il y avait des relations cause effet, pas à l'infini, mais presque, et qu'on savait en même temps qu'on était dans un monde, fini en ressources, voilà, donc on est dans un monde complexe, l'homme est au milieu, les sociétés sont au milieu, les échanges commerciaux sont au milieu, les démarches individuelles sont au milieu, la psychologie, les valeurs sociales, culturelles sont au milieu, donc on est dans un monde complexe. Donc trouver, une discipline scientifique, qui va avoir réponse à tout, ça n'existe pas. En revanche, créer des débats, dans lesquels, on pose des questions, on fait remonter des propositions et dans un deuxième temps, on fait intervenir des experts, qui vont se positionner sur leur domaine d'expertise et pas celui d'à côté, pour répondre aux propositions qui sont faites. Oui, ça marche bien. Ça, je l'ai testé, je l'ai fait, ça marche super bien. Bien évidemment, il faut donner de l'information, mais les experts peuvent dans un premier temps donner de l'information, mais sans vouloir aller trop loin et surtout dans un deuxième temps, ils peuvent venir éclairer des propositions qui sont faites et ça, c'est vraiment redoutable en termes d'efficacité. Bon, on est très loin de la méthode de convention citoyenne, hein, puisque la convention citoyenne, c'est on forme les gens et après on les fait discuter. Ben non, là, on les fait discuter d'abord et après on les forme quasiment en temps réel en venant discuter, expertiser leurs propositions. Bon, voilà, donc il y a des méthodes différentes. En tous les cas, la science, puisque ça a été ma motivation, la science, il faut la faire intervenir dans un deuxième temps. Il ne faut pas la faire mentir dans un premier temps, en disant: «Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas». Non, la science, elle vient dans un deuxième temps pour expertise des propositions qui ont été réfléchies collectivement. Je pense que la société est suffisamment intelligente collective pour faire des propositions.
Dominique, merci. Dialogue, accepter l'incertitude en toute humilité. Bah, exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des incertitudes, il faut les accepter. Il faut, avoir des regards, d'experts, mais qui vont aussi être dans l'incertitude. Mais, des incertitudes, qui sont acceptées sont des incertitudes, qui correspondent à des demandes. C'est-à-dire que si vous dites aux personnes, «Voilà ce que vous proposez, bah, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ça avec des experts. Est-ce que vous pouvez choisir des experts? Est-ce que vous allez même vous noter comme un expert, vous avez le même poids qu'un expert, et puis on va regarder les notations et on va tout comparer après, on va pouvoir débattre tranquillement. Et ben oui, là, tout le monde va accepter la certitude, alors que si vous avez un expert qui vient au début en essayant d'expliquer à tout le monde de ce qui va se passer, eh ben, ces incertitudes vont être inacceptables. Voilà. L'argument de la baisse de la valeur d'un bien situé à proximité d'une installation linéaire est une véritable difficulté pour les porteurs de projet, dans la mesure où même avec l'étude l'ADEME, il est difficile de rassurer les riverains. Bien évidemment, donc là, c'est toujours pareil, hein, il faut vraiment prendre acte du fait que les questions qui sont posées dans des démarches que j'appelle classiques, c'est-à-dire une rencontre, qui n'est pas dans un processus, qui est une rencontre pour dialoguer, dans 95, ce sont des fausses questions, et la personne n'est pas forcément consciente qu'elle pose une fausse question. Elle exprime une crainte, une peur, elle exprime à travers quelque chose qu'elle estime être matériel, qui va pouvoir, être recevable parce que c'est matériel. Alors c'est le bien immobilier. Ça peut être, l'environnement, parce que l'environnement, il y a tout un arsenal juridique maintenant qui existe, donc les gens disent: «Bah, ça, c'est juridiquement opposable, donc je suis fort», mais souvent, ce sont des peurs, des craintes au fond de soi, où j'ai pas envie, ou des et on a le droit de dire: «J'ai pas envie». Mais si on ne le laisse pas s'exprimer, tout le monde va trouver des fausses questions. Et si on commence à essayer de répondre aux fausses questions, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors que si on commence à dire: «Allez-y, exprimez vos vraies inquiétudes, vos vraies questions, faites des propositions qui correspondent à vos inquiétudes», même à la limite vos inquiétudes, on n'a même pas besoin de les connaître, faites-vous des propositions et on va regarder ensemble vos propositions, voir ce qu'on peut faire ou pas faire, et vous allez même, noter avec nous pour voir ce qui est vraiment faisable ou pas faisable de vos points de vue. On change complètement les positionnements des gens. Rappelons-nous, hein, l'acceptabilité, c'est une dynamique sociale. Il y a des points de vue individuels qui vont évoluer pour l'intérêt collectif. Ça, il faut le faire bouger. Si on essaye de rassurer tout le monde sur son point particulier, ben, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. En revanche, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de collectivement, apporter des éléments factuels, le plus factuel possible, et peut-être avec des incertitudes, mais le plus objectif possible, et c'est le collectif qui va s'approprier ces éléments, qui va s'approprier cette matière et qui va construire cette acceptation locale, et qui va rassurer peut-être, un tel. C'est pas le porteur de projet qui va tenter rassurer madame Duchemin sur la conservation de son bien immobilier. C'est peut-être sa voisine, ou son voisin, qui vont discuter ensemble et qui ont dit: «Bah, tu crois vraiment que tu vas perdre? Écoute, moi j'ai regardé ça, ouais, peut-être que leurs chiffres, ils sont un peu poussés, mais en fin de compte, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Regarde, quand on a construit le silo à grains il y a pas longtemps», vous voyez? C'est créer quelque chose qui va se parler, par petits groupes, hein. C'est pas de faire des grandes arènes où tout va se dire. Non, c'est laisser du temps au temps et donner aux gens la possibilité de dialoguer entre eux tranquillement avec les éléments les plus objectifs que possible, même si c'est l'incertitude. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pas tout porter le dialogue, c'est générer le dialogue et donner de la matière, de l'information. Et les gens vont revenir vers vous en disant: «En fait, vous nous avez dit là pour l'approche immobilière», parce que je l'ai fait ça dans une réunion. À la fin, il y avait une élue qui était complètement opposée. J'aurais dit, voilà, il y a un document qui était sorti sur les non, non, mais j'ai regardé, qui l'avait fait sur la valeur immobilière. De toute façon, ils sont du monde, de biogaz, donc ça a aucune valeur. Bah, oui, c'est un document comme un autre, et c'est quelqu'un qui, au bout de 5-10 minutes, a dit: «Mais vous savez, ce document, bien évidemment, on peut le critiquer, mais c'est une étude qui existe, il y a des éléments dedans». Voilà, et c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est pas vouloir, convaincre, c'est vouloir, faire en sorte que, le côté, objectif, rationnel puisse, exister au milieu d'un collectif. Membre d'une association locale au Pays basque, je vois beaucoup de gens qui prennent conscience des choses, mais malheureusement beaucoup d'autres résignés à ne pas se priver, en prétextant que les riches ne se privent pas eux. Ah oui, donc ça c'est une vraie question, hein. C'est que dans les territoires,
et les territoires, ils commencent à l'échelle de la commune, il y a obligatoirement une réflexion à avoir, hein. Et souvent dans les projets que j'accompagne, de temps en temps, bah, vient la question de savoir, qu'est-ce qu'on veut collectivement? En dehors du projet dont on parle. C'est pour ça que je dis plus il y a des lieux de réflexion, sur qu'est-ce qu'on veut collectivement et à toutes les échelles des territoires, mieux ça ira. Mais bien évidemment, c'est souvent le projet qui sert de prétexte, et le débat autour d'un projet dépasse largement la problématique du projet et c'est le questionnement qui est de dire: «Mais pourquoi chez nous? Pourquoi on continue à surconsommer? Pourquoi c'est nous qu'on vient embêter alors que l'énergie n'est pas consommée là? Pourquoi on met pas du panneau photovoltaïque sur les toits dans les milieux urbains, il y a ce qu'il faut? Enfin voilà, tous ces questionnements-là. Mais oui, oui, bien évidemment, il y a dans toute, société, il y a des comportements, opportunistes, il y a de tout. Mais voilà, il faut, collectivement trouver, le juste milieu. Donc nous, on n'a absolument pas la prétention de mettre en place ce dialogue, hein. Ce dialogue, il doit se mettre en place, avec les personnes qui ont été, identifiées comme telles. En principe, on est, pour l'instant, dans une démocratie représentative, donc c'est plutôt les élus, qui ont été mis en place, qui, eux, doivent animer ce débat. C'est eux qui ont la légitimité pour, lancer ce débat. Donc autour des projets, on le retrouve, hein, ce débat et entre eux, ils discutent, hein. Souvent, avec le porteur de projet, nous, on regarde discuter, 2 communes entre elles, une communauté de Comcom avec une commune, parce qu'ils ont des intérêts divergents, mais ils discutent entre eux, parce que ça les fait discuter de qu'est-ce qu'on veut faire sur notre territoire. J'ai tout de même l'impression que la jeune génération actuelle, 30, 15-25 ans, je vois pas la suite, je sais pas ce qui se passe, a peut-être, plus de sensibilité. Oui, oui, mais je n'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit que les jeunes n'étaient pas plus sensibles. Je dis qu'il y a pas forcément, projet par projet, on retrouve pas une typologie, âge par âge. Bien évidemment que les jeunes générations, et encore, moi je mets beaucoup de guillemets, hein, sont plus sensibles à la conscience environnementale, mais qui est une conscience environnementale un peu particulière, hein, qui est pas forcément celle, qui est, des professionnels, qui ont 40, 50 ans ou 60 ans, hein. C'est pas tout à fait la même conscience environnementale. Donc oui, bah, tant mieux, c'est le monde qui arrive pour eux, donc plus il y a qui ont conscience, mieux c'est. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais, dans les problématiques de contestation, on retrouve aussi, des jeunes, hein, peut-être pas 15-25 ans, mais 30-35 ans qui ont des consciences environnementales très fortes, mais qui sont prêts à s'opposer à un projet qui vient à côté de chez eux. Et après, les arguments, c'est déjà un peu plus compliqué, mais ils en ont aussi, quoi. Oui, alors je balaie parce que vous êtes beaucoup à réagir, je vous remercie, je balaye rapidement. Donc il y a la notion d'équité, oui, en effet, la notion d'équité est très, très importante. Alors, bien évidemment, un projet, ça sert à rien qu'ils disent, «Je vais être équitable», hein, ça sert strictement à rien. Il peut le dire, le crier, personne ne va le croire. En revanche, dans la démarche de relation, de dialogue, il peut déjà simplement, par le fait qu'il écoute, qu'il regarde, je ne dis pas qu'il va tout prendre en compte, mais qu'il regarde objectivement ce qui est dit, qui fait un vrai travail sincère d'écoute, de dire: «Ça, je peux le prendre, ça je peux pas prendre et voilà pourquoi je peux pas le prendre». Il y a déjà une sorte d'équité qui va apparaître, et qui, alors c'est pas une équité absolue bien sûr, mais qui va apparaître en termes de traitement déjà dans l'information. Il faut donner la même information à tout le monde. Enfin voilà, c'est des petits ingrédients qui vont permettre de construire la confiance. Alors, je ne mets pas mot équité avec un grand E absolu, hein, mais il y a bien évidemment, c'est toujours au rendez-vous, des perceptions par rapport à un projet. Oui, alors difficile de convaincre, il faut pas convaincre, hein, bien évidemment. Il y a plein de contre-exemples. On en a tout autour, des sites internet, des contre-exemples, hein, que ce soit, des politiques énergétiques passées, dans le passé qui ont pas été, exemplaires, que ça soit des projets de méthanisation qui ont fait n'importe quoi, et qui sont toujours cités en exemple par l'opposition. Oui, bah, c'est une réalité, c'est comme ça, mais c'est pas la peine de convaincre. Il faut simplement dire, qu'est-ce qu'on fait? On est, au pied du mur. Alors il y a des personnes qui disent: «Bah non, on n'est pas au pied du mur». Bah, il y a des irréductibles opposants, qu'on ne pourra jamais convaincre, mais il faut essayer de parler au plus grand nombre et essayer d'avoir, quelque chose de construit, dans cette démarche. Alors le contexte actuel d'hausse des prix, de l'impact sur le pouvoir d'achat pour essayer de favoriser l'acceptabilité.
L'acceptabilité probablement, l'acceptation locale non, voilà. Parce que, ça, il faut éviter à tout prix, je vous le demande, surtout ne pensez pas que les hausses de prix actuelles du gaz, vont permettre de faciliter, l'acceptation locale des projets. Et je veux dire, il ne faut pas se cacher là derrière parce que vous allez retomber dans les mêmes travers d'opposition. Les arguments vont se reconstruire autour du prix de l'énergie qui de toute façon est trafiqué, enfin tout va être entendu. Donc c'est bien sûr que c'est un élément favorable, mais c'est surtout pas, l'élément, la condition sine qua non, quoi. C'est pas le truc qui la massue absolue qui dit: «De toute façon on n'a pas le choix et il faut y aller». Non, ça marchera pas. Bien sûr que c'est un élément favorable, bien évidemment. Alors est-ce que la notion de justice sociale est clé pour l'acceptabilité et la réussite des projets orientés? C'est ce que je viens de dire un peu pour l'équité, c'est justice sociale. Déjà, la première chose à faire, c'est que dans une démarche de dialogue sincère, il faut que tout le monde soit considéré de la même façon. Donc ça veut dire que l'information, la première chose à faire, c'est l'information, c'est la même pour les riverains, pour le pôle ENR, pour les élus, c'est la même information. Elle est peut-être complexe, mais c'est la même information qui doit être donnée. Les documents doivent être accessibles. Donc déjà, il y a une première justice sociale en termes d'accessibilité à l'information. Et après, dans le traitement du dialogue, tout ce qui est dit va être regardé objectivement. C'est une deuxième justice sociale, de dire, c'est pas parce que vous êtes une dame toute seule dans un coin et qui n'avait pas accès à toutes ces informations qu'on ne va pas regarder votre proposition. Vous nous faites une proposition, on va la regarder et on va voir avec vous, avec tout le monde, quelle est sa valeur. Et souvent, je dis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée, hein. Et les bonnes idées, c'est pas forcément les gens les plus diplômés qui les ont. Voilà, donc on est bien dans une démarche dans laquelle il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes d'expression, en termes de propositions. Après, chacun va reprendre son rôle. Il ne faut pas se tromper. C'est qu'une fois que les propositions sont faites, les experts arrivent pour évaluer les propositions et le décideur arrive à la fin. Et toujours dire que le décideur, dans un premier temps, c'est le porteur de projet qui va dire, voilà, dans tout ce que j'ai entendu, voilà ce que je choisis, et qui est capable d'expliquer pourquoi il a choisi ça, et pourquoi il n'a pas choisi ça, mais c'est objectif, les gens le comprennent. Et dans un deuxième temps, c'est les autorités. Alors ça peut être les élus, ça peut être la préfecture, mais il faut bien dire qui décide, et que tout ce démarche d'analyse objective, d'optimisation des projets, c'est un préalable à la décision. Mais il faut que la décision, elle tienne compte de ce qui a été débattu. C'est-à-dire qu'un porteur de projet doit faire son projet à partir de ce qui a été débattu. Il choisit à l'intérieur, c'est lui qui choisit, mais il fait à partir de ce qui a été débattu. Il ne faut surtout pas qu'à la fin, il dit, bah, en fin de compte, je ramène cette idée qui vient de nulle part, et c'est comme ça que je vais faire mon projet. Parce que là, je l'ai vu, tout s'arrête du jour au lendemain. Et il faut inciter les décideurs, les préfets, comme ça, à aussi travailler dans cette dynamique. C'est pour ça qu'il faut aller les voir vite en termes de pôle NR pour leur dire, voilà dans quelle philosophie je travaille. Excusez-moi, là, je vois que c'est 14 heures. J'étais très, très, très bavard. Alors normalement, je suis censé m'arrêter. Je voulais, juste vous faire un retour d'expérience, par rapport à un type de projet, qu'on a accompagné. Voilà le type de projet. Donc c'était de 9 000 tonnes de cives, total de 10 000 tonnes, 115 normes au mètre cube. Une première analyse qui montrait qu'on avait de la contestation au niveau de la commune, au niveau des habitants, que les agriculteurs interviewés, il y en avait tous disaient que le projet d'utilisation était pertinent, mais avaient des inquiétudes sur les relations au portage du projet, hein, voilà, donc ça faisait clignoter en orange-rouge. Des réunions qui ont été faites avec des réunions qui ont été faites avec toutes les entités territoriales précitées. Et puis donc, bon, le résultat, c'est que dans une dynamique de dialogue, on a un pic de participation, et si tout se passe bien, on a de moins en moins de participants, et ça, c'est un bon signe. Voilà. Donc, j'arrête là, j'ai été trop bavard, excusez-moi. Donc, construire la confiance, hein, ça ne se discrète pas, ça se construit. Ceux qui ont besoin d'informations, vous m'envoyez un email. Ceux qui ont besoin de regarder leur projet spécifiquement, vous prenez un rendez-vous de 30 minutes,
et je pense que je pourrais vous donner des pistes, très rapides et intéressantes. Merci de votre écoute. Désolé pour ce dépassement d'horaire et au plaisir. Bonne journée. Au revoir.